Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Mathieu Martin. Je tenais à refaire cette vidéo pour apporter un peu plus de détails dans cette disparition. Un jeune baroudeur qui s'est volatilisé en Argentine il y a 3 ans. Commençons par les faits. On va remonter en 2018. Je vais vous présenter Mathieu. Mathieu Martin, originaire d'Aussonne, en Haute-Garonne. Né en 1986. Son père, Claude Martin, sa mère, Patricia. Mathieu est un grand baroudeur. Il aurait voyagé dans 75 pays depuis qu'il a 18 ans. Mathieu est décrit comme un garçon joyeux, généreux, sportif, curieux, débrouillard, prudent aussi, à l'affût de nouveautés. C'est une très belle personne. Suite à un problème de santé, à 18 ans, Mathieu décide de profiter à fond de la vie. Passionné de voyage, il commence par de petits séjours aux États-Unis, puis au Canada. Après avoir passé son BTS, il décide de partir en 2008 pour 1 an au Japon, avec un visa vacances-travail. Sur place, il pose pour des photos de mannequinat, trouve différents petits travails et devient même apiculteur. C'est ainsi qu'en septembre 2017, il entame un tour du monde direction l'Afrique, puis les Antilles, Brésil et Argentine. Loin mais toujours très proche de sa famille, en particulier de son neveu. Il ne manque jamais une occasion de les appeler tous les 15 jours. 8 août, dernière nouvelle de Mathieu à sa famille. Des messages sur le Messenger de sa mère. Sa mère déclara « On devait se retrouver tous en famille au Brésil, au mois de novembre. Il venait de rentrer en Argentine, fin juillet. Il allait passer par les montagnes, au Paraguay, Brésil, pour nous rejoindre. Il me dit « Maman, je te recontacte dans 10 jours. » Puisqu'on préparait ce voyage pour l'Argentine. Quand Mathieu nous disait qu'il allait se reconnecter, c'est qu'il avait un point de chute. Mais comme vous l'avez dit, on a eu un dernier message de Mathieu le 8 août dernier. C'est un mail qu'il avait adressé à ses parents pour les tenir au courant de ce qu'il faisait, comme il fait régulièrement. En fait, il a toujours prévenu ses parents avec un petit message ou un appel toutes les semaines, maximum tous les 10 jours. Et donc voilà, le dernier message qu'on a de lui, il date du 8 août dernier maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'on peut pour essayer de le retrouver. Donc voilà, Mathieu était en tour du monde. C'est parti depuis une petite année maintenant en tour du monde. Il est parti de Toulouse, donc il a fait toute l'Afrique. Il a traversé l'Atlantique sur un voilier. Il est arrivé aux Antilles. Et après, il a redescendu l'Amérique du Sud. Et là, il se trouvait donc au nord-ouest de l'Argentine, dans la province de Salta. Mm-hmm. Et donc le dernier message qu'on a de Mathieu venait de la petite ville de Tilcara, où il disait qu'il allait partir dans les montagnes vers Iruya, avec pour objectif de traverser à l'est pour rejoindre ensuite le Paraguay et les chutes de Niguaçu, où après il devait retrouver ses parents au Brésil au mois de novembre. Le 15 août 2018, on trace son chemin. Il est monté dans la zone des volcans à la montagne, devant une école. Il y avait la cantinière, la dame qui prépare les repas. Il lui a parlé. Il cherchait du fromage de chèvre. Elle l'a décrit. C'était bien Mathieu. Il ne mangeait que du fromage de chèvre. Elle lui demandait s'il avait faim. Il lui a répondu qu'il ne faisait pas l'aumône, qu'il avait ce qu'il fallait, et il la remercia. Mathieu reprend donc la route. Il demande son chemin. Il rencontre Simon,
qui venait aussi travailler à l'école. Simon dira à la cantinière « J'ai rencontré un jeune touriste qui a chuté dans la rivière. Je lui ai proposé de venir chez moi, le soir, pour sécher ses affaires. » Mathieu a passé par la suite la soirée chez Simon, avec la fille de Simon qui a 20 ans. D'ailleurs, la fille de Simon dira que les affaires de Mathieu étaient bien présentes chez son père. Mathieu montre par la suite le chemin qu'il compte emprunter. Simon le met en garde, car le chemin est dangereux. Un peu plus tard, Mathieu a planté sa tente. Un témoin en moto l'aurait aperçu. Mathieu lui aurait même fait un signe de la main. Depuis le 15 août, plus aucune trace de Mathieu. La famille, n'ayant plus de nouvelles, va prévenir les autorités de la disparition de leur fils. L'ambassade ne s'inquiète pas au départ de la disparition. Quelques jours plus tard, les parents de Mathieu téléphonent de nouveau à l'ambassade, qui leur répond qu'il faut faire un acte de disparition. Par la suite, les parents de Mathieu, ainsi que sa sœur, sont partis en Argentine. Pour sa mère, Mathieu est retenu quelque part. Il y a eu des paroles de personnes quand nous sommes partis en Argentine. Il y a des zones d'ombre. Il y a eu une piste pour la police, mais une seule. L'homicide, déclara la mère de Mathieu. Les parents de Mathieu ont été reçus par le consulat de l'ambassade. Même lui, quand ils ont été reçus par la police, a dit qu'il y avait beaucoup de trafic de drogue. Comme dira sa mère, les dates en Argentine, il n'y en a pas. Ils vivent avec le soleil, donc c'est très difficile de savoir exactement quand Mathieu a disparu. Le dernier témoin est ce professeur à moto qui se rendait à l'école, qui aurait vu Mathieu sortir de sa tente. Mathieu a disparu dans cet endroit, où il y a ces 3 maisons. Nous allons revenir sur cet endroit un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Mathieu était proche de la maison de ses 2 frères. Il avait campé à proximité sur un terrain. La zone exacte de la disparition de Mathieu se trouve aux alentours de Salta. Ses parents, sur place, ont rencontré un ami de Mathieu, qui avait travaillé avec lui en Nouvelle-Zélande, qui est argentin. Ses parents ont été également aidés par une famille française, habitant sur place, chez qui ils vont souvent. Une battue a été faite, avec des hélicoptères, mais l'Argentine a peu de moyens. Mais grâce aux ministres sur place, qui ont été sensibilisés au départ par la disparition de Mathieu, ils ont entrepris des recherches. Jusqu'au jour où ses parents décident d'aller voir l'armée, sa maman ayant confiance dans ce corps de métier. Effectivement, ce sont des hommes de terrain, habitués à toutes sortes de missions. L'armée accepta. Pourtant, quelque temps avant, l'ambassade avait dit que l'armée n'avait pas de moyens. L'armée est donc partie, sous les ordres du colonel, faire des recherches. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Pour faciliter la communication, une amie de Mathieu, qui parle espagnol, a rejoint ses parents en Argentine. Elle a refait le chemin de Mathieu. C'est là qu'elle aurait aperçu une femme avec des jumelles. Tandis qu'en Argentine, il n'y a pas de jumelles. C'est un pays pauvre. Elle a déclaré « Mes frères savent ce qui est arrivé aux touristes français ». Plus tard, ses parents penseront que les jumelles appartenaient bien à Mathieu, car il en avait acheté une paire avant son départ. Dans ce pays, n'importe quel objet se monnaie. Et Mathieu avait des jumelles, et donc cette personne avait des jumelles, et en fait, elle a été appréhendée, ils ont récupéré les jumelles. Alors l'enquête, elle a été menée par 2 provinces, et en fait, les objets sont restés dans une armoire, ça a mis 6 mois, ça s'est perdu. Enfin, Il faut dire que dans cette région montagneuse, beaucoup de personnes tiennent avec l'alcool et la drogue. Ces 2 frères étaient drogués et alcoolisés au moment des faits. Les 2 se renvoyaient la balle. Mon frère sait ce qui s'est passé, et l'autre disait pareil. Par la suite, lors de leur arrestation, ils auraient dit à un policier qu'ils avaient mis Mathieu
dans un précipice, avec ses affaires, en haut d'une rivière. La famille s'est battue pendant des mois pour que cette rivière soit fouillée. Pour comprendre un petit peu ce qui va suivre, je suis obligée de dire certains détails. Ça m'est très difficile, donc je m'en excuse par avance. Si le corps de Mathieu serait dans ce précipice, logiquement, sachant que le corps serait en décomposition, il est fort probable que des choses pourraient ressortir par la rivière. Pourtant, sur place, il n'y a rien. Même pas un bout de vêtement, rien. Pourtant, Mathieu était très bien équipé. Au dire des policiers, ils ont plein de pièces à conviction. Lesquelles alors ? Car rien n'est à Mathieu. Ses parents le confirmeront. Ils ne croient pas en la culpabilité de ses deux frères. Trop d'incohérences, trop de doutes. Aucun objet de Mathieu chez les frères pendant la perquisition. Très étrange, sachant qu'ils ont peu de moyens, ils auraient pu revendre ses affaires et le corps de Mathieu n'est nulle part. Une chose aussi de très étrange. Les parents de Mathieu n'ont jamais pu rencontrer la cantinière. Rappelez-vous, Mathieu l'avait vue pour demander si elle avait du fromage de chèvre. Ni Simon et sa fille, qui l'avaient aidé à sécher ses vêtements après avoir chuté dans la rivière. Ils rencontrent que des personnes qui sont avec la police d'Argentine. Bizarre. Pourquoi ? La police cacherait-elle quelque chose ? Leur faut-il absolument des coupables ? Pour ses parents, Mathieu est retenu par des narcotrafiquants. Il a fait une mauvaise rencontre. Ses parents ont reçu, par un avocat, une photo d'un jeune qui faisait du marabout sur un marché. C'est vrai que de profil, on aurait pu croire que c'était Mathieu. L'avocat est reparti faire une photo de face. Mais malheureusement, ce n'était pas Mathieu. Un faux espoir pour ses parents, malheureusement. Malgré tout ça, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de personnes bien en Argentine. Suite aux recherches, il y a aussi une personne de nationalité russe qui erre vers la frontière sans but. Aucun avis de recherche pour cette personne. Aucune demande, comme s'il n'avait jamais existé. Donc imaginez si c'est le cas de Mathieu. Ses parents n'arrêteront pas les recherches. Cela doit être tellement difficile pour cette famille. Je vous cache pas, en faisant mes recherches et en faisant cette vidéo, j'avais les larmes aux yeux. C'est une disparition qui m'a beaucoup marquée et elle me marquera encore longtemps. Pour Perrine, la sœur de Mathieu, il faudrait vérifier 3 hypothèses. La première, l'accident, qui a été vérifié dès le départ, même avant que sa famille ne soit sur place. La deuxième hypothèse, l'homicide, auquel malheureusement ils sont confrontés actuellement, c'est-à-dire en 2020. La troisième hypothèse et la dernière, la séquestration, même si malheureusement les enquêteurs n'ont jamais voulu l'explorer. Pourtant, pour sa famille ainsi que pour sa sœur, c'est l'hypothèse à envisager. Perrine croit en la séquestration de son frère depuis le départ. Vu la zone et les recherches et les dires des policiers, c'est la seule hypothèse pour Perrine et ses parents. Trop de zones d'ombre, trop de troubles. Car effectivement, si c'était un accident, quelque chose aurait été retrouvé. La police l'a confirmé elle-même. Petit détail qui me semble très important. Quand je parle de séquestration, en Argentine, il est très courant que malheureusement des gens se font kidnapper pour transporter de la drogue ou des choses dangereuses. Donc pour expliquer cette séquestration, il aurait pu malheureusement être kidnappé pour ce genre de travail. Ses parents ont été, il faut le souligner, aidés par le G20 en Argentine, ainsi que M. Macron qui les a soutenus. M. Macron leur a attribué un conseiller et ils ont été reçus à l'Élysée. Il y a un point à noter, il faut quand même savoir que beaucoup de personnes croient en la séquestration de Mathieu. Il n'y a pas que ses parents. Il y a beaucoup de doutes sur cette disparition, ainsi que sur l'arrestation des 2 frères. En décembre 2018, changement du gouvernement en Argentine. Malgré ça, le dossier de Mathieu est resté actif, grâce aussi à M. Macron, qui a tenu à ce que le dossier de Mathieu ne soit pas oublié et que l'enquête puisse continuer.
Dans ce drame, les parents de Mathieu ont eu un instant de bonheur. Rappelez-vous du colonel de l'armée qui a aidé à chercher Mathieu et est devenu ministre de la Sécurité en Argentine. Et il reste en contact avec les parents de Mathieu. Des recherches approfondies vers le précipice vont être faites. Si Mathieu n'est pas là, cela sera peut-être la preuve de sa séquestration. Dans ce même temps, l'ADN des parents a été prélevé. Le 9 novembre 2020, début du procès des frères Cuevas. J'ai essayé au maximum de regrouper toutes les informations du procès. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Le procès s'est déroulé en Argentine. Donc dans la vidéo sur YouTube, tout est en espagnol. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres. Donc j'ai fait le maximum pour tout sous-titrer, pour comprendre un petit peu ce qui s'était dit. Donc je vais vous en parler. Commençons par les accusations. Les deux frères Cuevas, Juan et Froilán, ils sont connus par les services de police argentins. Suite à une dénonciation faite par leur sœur, les frères Cuevas ont été arrêtés et mis en détention. Ils sont accusés d'avoir tué Mathieu, disparu en 2018. Juan était ivre à ce moment-là. Il faut savoir, quand les deux frères ont été arrêtés, pendant leur détention, ils ont nié les faits. Il est important de préciser exactement le parcours de Mathieu, avant que je vous parle de ce qui s'est passé au procès. À San Isidro, un petit village au nord d'Iruya, qui est populaire auprès des voyageurs, Mathieu a parlé aux habitants de la randonnée aux Islas de Canas, près d'Oran. De là, ils pouvaient se diriger vers le nord pour traverser la Bolivie ou le Paraguay. Il s'agit d'un parcours d'une 60aine de kilomètres, généralement emprunté par les locaux ou les touristes en 4x4. Vous pouvez soit suivre la rivière, soit monter et descendre les montagnes, atteignant des altitudes proches de 5000 mètres. Mathieu, passionné de rugby et de basketball, était en excellente condition physique. Mais le parcours est extrêmement exigeant, même pendant la saison sèche du mois d'août. Les nuages peuvent descendre rapidement l'après-midi, rendant la progression pratiquement impossible. Pour rappel, selon des témoins, Mathieu a été vu pour la dernière fois campant à 2 ou 3 jours de marche, au sud d'Iruya, à 8 heures du matin, le 15 août, où l'instituteur rural Georges Herrera, donc rappelez-vous en début de vidéo c'est le motard, a déclaré l'avoir vu ranger sa tente. Mathieu est une figure distinctive, avec ses cheveux longs et sa barbe. Un vrai baroudeur, un fait qui a aidé les enquêteurs dans leurs recherches. Les villages qu'il traversait n'attirent pas beaucoup de visiteurs, et certainement pas beaucoup qui lui ressemblent. Tous ceux qui l'ont vu se souviennent de lui, a déclaré Ramiro Ramos Osorio, qui a poursuivi l'affaire avec son collègue Pablo Rivero. Et avec son sourire, on ne pouvait pas passer à côté de lui, sans le remarquer. Les habitants de ces régions éloignées, à prédominance indigène, sont extrêmement accueillants. Il est de coutume pour eux d'inviter un voyageur chez eux et de partager le peu de nourriture qu'ils ont. C'est ce qui est arrivé à Mathieu. En effet, 2 jours plus tôt, le 13 août, Mathieu avait été invité à partager un repas et à passer la nuit par un habitant du coin, Simon González, qui habite au sud de San Isidro, à Campo Grande. Rappelez-vous, c'est la personne qui a aidé Mathieu à sécher ses affaires quand malheureusement Mathieu est tombé dans la rivière. Simon a remarqué que Mathieu avait des ampoules aux pieds et peu de nourriture sur lui, juste du sucre et du riz. Le lendemain, il lui a donné des tortillas pour le voyage et l'a emmené à Chilcaldio, en lui indiquant la direction du volcan Higueras, où il a été aperçu dans l'après-midi du 14 août par des ouvriers de la compagnie d'électricité Edesa qui effectuaient des travaux de maintenance. Comme a déclaré un témoin, il pense qu'il a réalisé que c'était trop difficile et a décidé de se diriger vers le sud, vers Humayuca.
Le volcan Higueras est accessible depuis le sud par une route de montagne sinueuse et accidentée, à 5 heures de route de Humayuca, la plus grande ville de la Quebrada. Plusieurs témoins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu Mathieu demander la direction de Humayuca. Là où Mathieu a planté sa tente dans la nuit du 14 août, il était à environ 1 heure de marche du hameau de Huacaloma, où 3 frères et sœurs vivent chacun dans leur propre maison, en pierre simple. Rosa, Juan, Frolan, Cuevas. Juan Cuevas a été décrit au tribunal par ses voisins comme un homme de mala macha, agressif lorsqu'il est ivre, ce qu'il était la plupart du temps. Les gens avaient l'habitude d'emprunter la route du bas, qui était un chemin plus long, précisément pour éviter la maison Cuevas. Frolan et Juan harcelaient les gens pour de l'argent, pour acheter de l'alcool. Nous perdons la trace de Mathieu près des maisons Cuevas, a déclaré le procureur Ramiro Ramos Osario. Osario, qui a poursuivi l'affaire avec son collègue Pablo Rivera, décrit l'enquête comme le plus grand défi auquel il a été confronté en 6 ans de travail sur des crimes graves. Le procureur a déclaré que ce qui avait commencé comme une recherche d'un touriste disparu était devenu une enquête pour meurtre. Mais encore, il n'y avait aucun signe d'un corps, aucun indice, rien. Des équipes de pompiers, de policiers, de soldats et de chiens, renifleurs, travaillaient à plus de 4000 mètres d'altitude. Le terrain était extrêmement difficile et les habitants étaient d'abord réticents à coopérer. C'est une communauté qui se protège. Il résout les difficultés ainsi que les problèmes ensemble. Les enquêteurs ont entendu des rumeurs sur la disparition d'un homme du nom de Saturnino Chinchilla, le partenaire de Rosa Cuevas, 8 ou 9 ans plus tôt. Il était allé cueillir des pommes avec Juan Cuevas. Un petit moment plus tard, Juan revint seul, disant que Saturnino était tombé dans un ravin. Cela semblait extrêmement improbable, car il s'agissait d'un local habitué au terrain. Fin novembre, François Delbreuil et son épouse, Juanita, se sont rendus à Volcan Higueras, avec du matériel pour l'école locale, un cadeau des parents de Mathieu, pour les efforts de la communauté dans les recherches de leur fils disparu. Au cours de la visite, les habitants ont fait référence à des rumeurs selon lesquelles Mathieu était tombé El Chorro et ont laissé entendre que Juan Cuevas en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Lorsqu'ils ont été interrogés, pour la première fois par la police, Frolan et Juan Cuevas ont nié avoir même vu Mathieu. Mais le chef de la police, Dirouya, a déclaré au tribunal que lorsque la police est revenue en décembre, Rosa, la sœur des frères, est sortie tout droit et a dit « Juan C. ». Rosa a dit que son frère avait accompagné Mathieu le long d'un étroit sentier de montagne, jusqu'à un précipice appelé El Chorro de Haga, à 1200 mètres de la maison de Juan, et qu'il était revenu seul. Frolan a dit à la police qu'il avait vu son frère poignarder Mathieu dans le dos et le pousser dans le ravin. Frolan a ensuite confronté Juan et a demandé à son frère « Dis-lui pourquoi tu as tué le Français ». Il a répondu « De tonto que soy ». Excusez-moi pour la prononciation espagnole. Parce que je suis stupide. Au cours du procès, le tribunal a appris que Juan avait avoué le crime à plusieurs témoins, détaillant comment il avait, excusez-moi pour les détails, poignardé et volé Mathieu et est revenu le lendemain enterrer le corps afin qu'il n'attire pas les rapaces. Selon les procureurs, les chiens renifleurs abaissés en harnais par leur entraîneur ont détecté des preuves de restes humains à 37 mètres plus bas à El Chorro. Mais le terrain en ardoise meuble signifiait qu'il était impossible de creuser. Une perquisition dans et autour des propriétés de Juan, Frolan et leur mère, Joana, a mis au jour plusieurs articles électroniques, des jumelles, une torche et un couteau, fabriqués à l'étranger et peu disponibles en Argentine, ainsi que des vêtements et un appareil photo partiellement brûlés. Mais il faut savoir que les parents de Mathieu n'ont jamais reconnu ces affaires. Les enquêteurs ont également déclaré avoir trouvé un bracelet
qui s'est avéré positif pour 4 souches différentes d'ADN, c'est-à-dire à 70%, y compris celles de Rouen et Froland, et un troisième qui correspondrait à un enfant de Patricia et Claude Martin. Rappelez-vous, ils ont donné leur ADN. Sur la photo de Mathieu remontant Quebrada, de Huma Uyaka, à l'arrière du 4x4, il porte un bracelet similaire. Agissant pour la défense, l'avocat Pablo Tobio a fait valoir devant le tribunal qu'après 8 heures du matin le 15 août, lorsque Mathieu a été vu pour la dernière fois par Georges Herrera, tout était hypothétique, une question à discuter parfois absurde. Les 2 frères ont témoigné devant le tribunal, sans accepter le contre-interrogatoire, et ont déclaré qu'ils n'étaient pas chez eux en août et septembre, mais qu'ils étaient chez leur mère à plusieurs kilomètres de l'autre côté de la frontière. La psychologue Natalia Colombo a également déclaré au tribunal « Rouen a montré une diminution de sa fonction cognitive en raison de son abus d'alcool. Il a de la difficulté à contrôler ses impulsions agressives. » Ce que vous venez d'entendre est les déclarations des policiers, des enquêteurs ainsi que certains témoins. Pour finir, je vais vous donner la version des parents de Mathieu par rapport à leurs recherches et à leurs ressentis, ainsi qu'aux témoignages qu'ils ont pu avoir. Sa famille n'a jamais, jusque-là, porté crédit à la thèse des enquêteurs argentins, estimant que les enquêteurs n'avaient pas approfondi les recherches. Ils refusent de croire en sa disparition, tant qu'il n'y aura pas eu de preuves concrètes et matérielles de son décès. Ils envisagent d'envoyer une équipe privée sur les lieux pour des recherches plus approfondies. Sa famille suit le procès sur YouTube. Ils n'ont pas pu se rendre sur place suite à la crise sanitaire. C'est une amie qui vient d'Argentine qui leur fait la traduction. La famille de Mathieu a pu prendre la parole. Ils ont pu préciser que pour eux le procès n'était pas une finalité. Ils continueront leurs recherches. Le procès a été très fatigant et perturbant. Un exemple, la police a toujours dit que les frères n'avaient jamais avoué, mais lors du procès, nous avons appris que Rouen avait reconnu avoir tué Mathieu avant de le jeter dans un précipice. Mais il y a beaucoup trop de déclarations qui sont floues par rapport à des témoins. Tout au long de l'enquête, l'accusation s'est fondée sur des témoignages et des aveux, sur lesquels les 2 co-accusés sont revenus. Une épreuve pour cette famille, qui a toujours douté de la culpabilité des 2 frères. Une chose importante à signaler, le précipice aurait fait l'objet de recherches très précises, mais sans résultat. Pour la justice argentine, notamment à cause de la météo et des pluies très importantes, dans cette partie du pays, le corps, les affaires de Mathieu ont pu être emportés à des dizaines de kilomètres, voire disparaître sous un mouvement de terrain. Pas convaincue, la famille a demandé un complément d'enquête qui n'a pas été accepté. Les frères Cuevas sont présentés comme des ermites vivant dans la province de Salta, au nord de l'Argentine, à la frontière bolivienne. Le procureur est persuadé que ce sont eux qui sont à l'origine de la disparition de Mathieu. Mais les frères n'ont rien avoué et personne ne reconnaît les affaires retrouvées dans la nature, plusieurs mois après la disparition. Alors, à qui appartiennent ces affaires ? Les parents de Mathieu auraient espéré que les 3 semaines d'enquête leur auraient permis de comprendre ce qui aurait pu se passer, mais malheureusement rien. Plus de questions que de réponses. Mais malgré le témoignage des 2 frères, la disparition de Mathieu reste encore un mystère. Serait-ce une erreur judiciaire ? Des coupables idéales ? Le corps de Mathieu n'a jamais été retrouvé. Sa famille espère toujours pudiquement, ce qui tiendrait aujourd'hui du miracle, de retrouver Mathieu vivant, car il y a encore des incohérences dans ce dossier. Autant de raisons qui poussent ses parents meurtris à être sceptiques à la fin de ce procès. Un procès qui laisse un goût amer. En novembre 2020, Rouen Cuevas, 41 ans, a été condamné à 13 ans de prison. Son frère, Froland, 43 ans, qui avait été inculpé à ses côtés, a été absous pour doute raisonnable. Rouen Cuevas, selon les dires, a été la dernière personne à voir Mathieu.
Le Corot était un endroit où le jeune homme n'aurait pas pu arriver sans être pris ou guidé, car c'était un chemin qui n'était normalement pas utilisé et qui n'était même pas visible de la route qu'il longeait. Les parents de Mathieu ne sont pas satisfaits du procès. Pour eux, c'est une mascarade et les procureurs cherchaient un coupable. Sans le corps retrouvé, il y aura toujours un doute que Mathieu soit toujours en vie. Et je l'espère de tout cœur. Claude, le père de Mathieu, déclarera « On ne le ressent pas mort, on le ressent vivant. J'espère de tout cœur qu'il a raison. » Il n'y a pas de corps, pas d'aveu. Il faut comprendre ses parents. Vous perdez votre enfant dans un pays étranger. L'enquête aboutit, entre parenthèses, à un meurtre. Mais il n'y a aucune preuve que ce soit vraiment les frères Cuevas. Sachant que les parents n'ont pas eu de preuves concrètes, ils vont continuer leurs recherches. Mais je pense que n'importe quel parent ferait pareil. Donc je suis de tout cœur avec eux. Je suis maman moi-même et je pense que je ferai exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Courage à eux et j'espère sincèrement qu'ils auront leur réponse. Continuons pour savoir ce qui s'est passé au procès. Les parents de Mathieu retourneront en Argentine pour continuer les recherches dès la fin de la pandémie. Une chose à préciser, la façon dont les autorités ont obtenu les aveux des deux frères est indigne. Il y a des doutes à se poser. Forcé d'avouer ? Peut-être. Pour Patricia, la maman de Mathieu, le condamné pourrait être tout aussi innocent que son frère. C'est une supercherie, déclara-t-elle. Pour rappel, il y aurait eu un témoin, un commerçant, d'une échoppe à Volcan, Higueras, qui aurait aperçu Mathieu. Il indiquera que Mathieu s'était écarté de son itinéraire, alors qu'il longeait le lit d'une rivière. Il y aurait déconseillé de poursuivre, en raison de la difficulté du relief. Mais pour les enquêteurs, c'est bien vers la maison des frères que Mathieu se situait. Donc, pourquoi ce commerçant aurait-il menti ? Le dernier message de Mathieu à ses parents a été envoyé le 8 août, depuis Tilcara, dans la province de Jujuy, à 1600 km du nord-ouest de Buenos Aires. Le lendemain, il a été aperçu avec des autres touristes à San Isidro, un hameau de la province voisine de Salta, à une vingtaine de kilomètres du Cerro Morado, une montagne qui culmine à 5000 mètres d'altitude. L'arrestation des deux frères est intervenue dans la ville d'Iruya. L'inculpation se base sur le témoignage de la sœur des deux hommes, décrit par les habitants comme alcoolique et problématique et menteuse. Selon le procureur, le mobile serait une tentative de vol. Il me semble primordial pour finir cette vidéo de lire un des témoignages du meilleur ami de Mathieu. Ce témoignage est poignant et nous montre à quel point Mathieu était une très belle personne et un grand voyageur. Les photos qui vont suivre ce récit ont été prises par Mathieu. Mathieu a 34 ans. Il est originaire d'Aussonne, près de Toulouse. Il a disparu aux alentours du 15 août 2018 alors qu'il voyageait seul au nord de l'Argentine. Mathieu a toujours le sourire. Il est avenant, attentionné, curieux, toujours prêt à entamer une conversation, partager un moment et à venir en aide aux uns et aux autres. Il est naturellement bienveillant. Il aime le sport, mais particulièrement le basket, le foot et le rugby, qu'il a pratiqué en club lorsqu'il était ado. Il aime avant tout l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la solidarité et le collectif. Mathieu aime la musique, la culture musicale, il est ouvert au monde. Il s'intéresse très tôt aux différentes cultures et civilisations. À 18 ans, une maladie l'amène à réfléchir sur ses envies, ses projets, son avenir. Il fait son premier voyage aux États-Unis en famille. Il finit ses études, passe son BTS en maintenance industrielle et décide de concrétiser son rêve, voyager, faire le tour du monde, ou plutôt faire son tour du monde. Celui qu'il va construire petit à petit, au fur et à mesure de ses rencontres et de ses aspirations. Depuis plus de 12 ans, Mathieu part arpenter ce monde, comme il le décrit si justement lui-même, dans son vlog. En vadrouille pour un tour du monde des cultures, envie de découverte et d'aventure, prêt à apprendre toujours plus
sur ce qui m'entoure. Partage et rencontre, voilà ce qui rythme mon cœur et mes envies. Mathieu aime lire, de plus en plus au fur et à mesure de ses voyages. Il est curieux de tout. Il va s'intéresser aux sites qu'il découvre, aux gens, aux cultures, aux traditions, à l'histoire ancienne, à l'histoire locale. Il s'investit aussi, prend part à la vie des lieux qu'il traverse, proposant son aide à un paysan, une exploitation, un apiculteur, à toute une population, même pour reconstruire une habitation, une école. Mathieu est prudent, posé. Il réfléchit à ses parcours, se renseigne, remplit toutes les formalités, se fait connaître auprès des autorités. Même si son parcours paraît atypique, Mathieu a bel et bien les pieds sur terre. Il est très proche de ses parents, qui ne laissent jamais sans nouvelles plus de 10 jours, c'est un principe. Il est toujours connecté avec Perrine, sa sœur, et son neveu. Mathieu est aussi proche de sa famille, avec qui il aime partager ses récits de voyage, ses sensations, ses projets, et toujours là pour ses amis. Et des amis, il en a tout autour du monde. Mathieu, c'est un guerrier, bienfaiteur. Il embrasse les ours, mange des herbes et boit l'eau de la rivière. C'est une perle de la nature. Il n'est plus loin. On continue les recherches, son ami David déclara. Mathieu s'enrichit à chaque voyage. Il est amoureux de la vie et de la nature. Il est aussi attaché à ses racines. Il a acheté une grange dans les Pyrénées qu'il a commencé à réhabiliter. Il entreprend de faire un dernier long voyage avec des étapes précises qu'il veut découvrir avant de se poser pour terminer ses travaux et profiter de sa grange. C'est lors de ce périple, débuté en septembre 2017, qui l'a amené à faire escale, entre autres, en Gambie, au Cap-Vert, en Guadeloupe, au Brésil et en Uruguay. Mais malheureusement, on perd la trace de Mathieu au nord de l'Argentine, dans la province de Salta, et plus précisément dans la zone de volcan Higueras. Nous ne pouvons pas rester sans savoir, nous devons retrouver Mathieu. Le principal, notre fils a choisi sa vie, et il a été heureux. Patricia et Claude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je souhaite encore beaucoup de courage à sa famille et j'espère du fond du cœur qu'ils retrouveront Mathieu. Je vous demande s'il vous plaît d'être respectueux dans vos commentaires. Tout le monde a le droit d'avoir son avis, mais il faut respecter l'avis aussi des autres. Merci beaucoup. N'oubliez pas, c'est une tragédie pour ses parents, donc il faut garder espoir et les soutenir. Merci beaucoup, à bientôt.